Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sexy comme tout, le marché de l'animation. Le petit monde merveilleux des séries d'animation françaises. J'avais terminé la vidéo précédente en disant que la censure, en grande partie, est motivée aujourd'hui par les craintes des acteurs du milieu. Pourquoi ? Parce que le marché est en crise. Et quand c'est la crise, on se recentre sur des valeurs conservatrices et rassurantes, comme les bons sentiments, et on ne prend pas de risques. Produire de l'animation, c'est extrêmement long et cher. Or, les investissements ne font que diminuer. En France, on a bénéficié dans l'animation de conditions favorables qui nous ont permis d'être 3e mondiaux, derrière les USA et le Japon. Mais comme vous le savez, la télévision a beaucoup évolué ces derniers temps. Du fait de la crise, la pub investissant beaucoup moins en télévision, TF1 et M6 ont vu baisser leurs revenus et en conséquence ont demandé et obtenu la baisse de leurs obligations de diffusion et d'investissement. France Télévisions aussi a perdu en revenus depuis la suppression de la publicité avant 20h, mais est censé toujours tenir ses quotas malgré ça. D'autre part, on a eu l'apparition de nombreuses nouvelles chaînes qui sont venues concurrencer les 6 historiques. On pourrait croire que ça a augmenté la demande, mais ça n'a fait que la fragmenter. Il n'y a pas plus de diffuseurs qui ont plus d'argent à investir, il y a plus de diffuseurs qui ont tous moins d'argent. Parallèlement, vous avez une montée en puissance des 3 networks américains, Disney, Nickelodeon et Cartoon Network. Pourquoi ces groupes sont-ils si puissants ? Hormis leur évident talent, ils ont l'avantage d'être à la fois leurs propres producteurs et leurs propres diffuseurs, ce qui est très compliqué à faire en France. En France, une chaîne ne peut que se contenter d'investir dans la production en tant que coproducteur, mais elle n'a pas le droit de produire ses propres programmes, ou tout du moins, elle n'a le droit d'en produire qu'un pourcentage très limité. Vous me direz, pourquoi on ne fait pas la même chose en France ? Si c'est ce qui permet aux États-Unis d'avoir des groupes puissants et riches qui peuvent faire des dessins animés un peu plus risqués ou un peu plus intéressants. J'entends bien cet argument, mais d'un autre côté, empêcher les chaînes françaises d'être à la fois juges et parties, c'est une manière de préserver la concurrence. C'est ce qui permet d'avoir de l'animation sur beaucoup de chaînes différentes, et pas seulement sur 3 d'entre elles. C'est ce qui permet d'avoir beaucoup de producteurs différents et d'avoir des partis pris originaux. Si demain TF1 et France Télévisions pouvaient produire leurs propres séries, ce serait peut-être la mort des 3/4 des producteurs du milieu. Enfin, comme je le disais dans la première vidéo, les usages des consommateurs du marché ont évolué. Montée en puissance d'Internet, d'une culture amateur et bénévole, d'une consommation délinéarisée, déprogrammée et sur tout support mobile, montée en puissance aussi de YouTube, de Netflix, de Snapchat, tous 3 ironiquement alimentés en partie par la télévision traditionnelle. Tout ça, c'est plus de concurrence pour la télévision, donc moins de sous pour la télévision, donc moins de sous pour les programmes dans lesquels elle investit. Et puis forcément, quand on publie, télécharge ou stream illégalement et qu'il n'achète plus de DVD, ça n'aide pas. Autre évolution au niveau consommateur, celle de la moyenne d'âge de la cible, puisqu'on constate que les enfants, avant même 10 ans, se désintéressent de plus en plus de l'animation au profit des programmes live action, c'est-à-dire avec de véritables acteurs. Le public se casse, les investissements diminuent et le contenu est piraté. C'est une situation de merde. Disons que vous voulez faire une série dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui, avec une première saison de 52 épisodes faisant 11 minutes chacun en 3D. Je fais ça à la louche, parce qu'évidemment ça varie d'un projet à l'autre, mais il va vous falloir environ 6 millions d'euros. Et là j'ai besoin qu'on s'accroche un petit peu. Première chose, de base, vous avez très peu de sous, et la trésorerie que vous avez si vous êtes un gros producteur, c'est avant tout pour payer des salaires, et vous ne pouvez pratiquement pas l'investir dans vos projets. Ça commence bien. Donc le plus gros apport sur votre budget doit venir de l'extérieur. Vous devez, pour ça, réussir à intéresser un diffuseur avec votre projet. C'est lui qui mettra le plus d'argent sur la série. Dans le meilleur des cas, si vous décrochez un diffuseur hyper important, genre Network US capable de diffuser partout dans le monde, il vous filera 3,5 millions. Mais bon, c'est vraiment pas le cas de figure le plus courant. Si vous avez un diffuseur qui met 3,5 millions, je sais pas, épousez-le, faites quelque chose, mais... Cas plus courant dans une production française, un diffuseur qui met 1,5 million. Ce n'est pas suffisant pour vous financer, mais heureusement en France, vous bénéficiez de plusieurs institutions pour vous aider. Le CNC, qui peut mettre autant, les aides européennes, les Sofica, les régions, les banques, et tous peuvent vous aider si vous répondez à divers critères. Et puis, vous devez essayer d'avoir un second diffuseur. Mais avec tout ça, il vous manque toujours 1 million, 1,5 million. C'est frustrant quand même quand votre activité de producteur n'est pas suffisante pour produire.
Donc il vous faut d'autres compétences à ajouter à votre plan de financement. Vous pouvez utiliser l'activité de distribution, c'est-à-dire anticiper les ventes que vous réaliserez sur la série. Il est donc maintenant vital pour les producteurs d'avoir un bon catalogue de séries et de savoir le vendre et le rentabiliser. Autre possibilité pour compléter votre plan de financement, les produits dérivés. Le seul souci, c'est que ça ne marche vraiment que si votre programme a déjà bâti une forte renommée et a pu se construire sur plusieurs saisons, ce qui, la plupart du temps, n'est pas le cas. Les licences, ça rapporte surtout des sous sur les séries qui ont déjà des sous. Après, l'intérêt, c'est de s'en servir pour en financer de nouvelles. Mais dites-vous qu'à l'origine, l'activité de distribution et celle de licence sont censées dégager des revenus supplémentaires, pas coller des rustines. Des ventes futures et hypothétiques réalisés sur un programme qui n'existe pas encore et sur des produits dérivés qui ne sont que éventuels doivent en fait venir plus tard rembourser l'argent qu'on n'avait pas au début pour créer le programme. Non, mais ça me semble parfaitement logique et pas du tout risqué. Alors là, ça y est, vous avez monté votre plan de financement. Vous allez pouvoir lancer la fabrication de votre série et commencer à prier pour que tout se passe bien, vu les risques que vous avez pris et vu que vous ne touchez l'argent du diffuseur qu'à la livraison. Ça ne se passe jamais bien. En général, une boîte de prod tient quelques années, le temps de produire 1 ou 2 programmes. Et même parmi les plus grosses du milieu, il y en a régulièrement une qui coule ou une qui est en redressement. Parce que tout le monde galère, que les producteurs ne touchent plus de marge et cherchent juste à combler les trous du financement. Et tout ça, ça a des conséquences très sympathiques sur les programmes que vous regardez. D'une part, ça crée une situation où des dizaines de sociétés de production essayent de concilier un maximum de diffuseurs, ce qui entraîne un formatage et un lissage des séries dans l'espoir de vendre au plus grand nombre. D'autre part, ça peut avoir la même conséquence que pour les jeux vidéo, à savoir la mort des séries à budget moyen, qui constituent pourtant le gros de la production. Alors comment les choses peuvent évoluer en bien dans le milieu de l'animation et comment d'ailleurs sont-elles déjà en train d'évoluer? La télé est en décalage par rapport aux consommations actuelles, donc une des solutions serait de suivre les tendances. Les chaînes traditionnelles et les producteurs ont, dans la limite de leurs droits, développé leur offre de vidéos à la demande et de rattrapage afin de suivre un public qui veut pouvoir regarder des programmes à n'importe quel moment et sur n'importe quel support. Les chaînes et producteurs se tournent aussi vers le format des web-séries et je vous invite à jeter un œil à ce que font Canal+, Arte et Studio 4 à ce sujet. Encore faut-il que ce type de production soit rentable pour le diffuseur, pour le producteur, pour les artistes, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Internet n'a pas encore trouvé de modèle stable pour le financement de la création. La VOD ne rapporte pas des masses et les web-séries animées qu'on voit pour l'instant sont à budget minimal. On a quelques cas de séries d'animation qui sont montées avec l'aide du financement participatif, mais si vous voulez des séries ambitieuses, il faut payer 200 personnes qui vont travailler 2 ans pour produire 10 heures d'animation. Le fait est que ce qui marche encore le mieux, c'est le système de la télévision et de la publicité, même s'il est beaucoup moins puissant qu'avant. Je peux pas juste dire « Allez, allons-y, enterrons la télévision de manière c'est désuet, on regarde tous YouTube et Netflix. » Déjà parce que c'est pas vrai, la majorité des Français regardent encore la télévision en priorité. Et puis, ce serait dommage pour tout le monde, parce que la télévision, c'est encore ce qui investit le plus dans la création. Et d'ailleurs une création qui n'est pas forcément destinée à la télévision elle-même, mais au cinéma ou à Internet. Autre possibilité encore pour faire évoluer le marché, prendre des risques malgré tout et faire évoluer les contenus. En ce sens, le CSA a gueulé pour rappeler aux acteurs du milieu la nécessité de proposer des contenus originaux et diversifiés. À ce niveau, j'attends pas mal de voir ce que va faire France 4, puisqu'ils ont annoncé qu'ils voulaient consacrer la chaîne à l'animation ado-adulte, avec de l'achat de programmes étrangers US et japonais, mais aussi des productions françaises qui pètent la classe. On peut aussi citer la situation des networks américains, qui sont en chute face à la concurrence d'Internet et de Netflix et sont obligés d'évoluer les contenus. C'est pour ça qu'après 10 ans de dessins animés très conservateurs, on assiste à l'arrivée de programmes pour enfants plus ambitieux, matures et libres de ton, qui réunissent finalement un public très large. Et je trouve qu'il y a des choses excitantes qui sont en train de se produire. Maintenant, ça reste des risques réels pour les acteurs du milieu et il faut que derrière, ça suive. Je sais que j'y reviens toujours, mais le streaming et le téléchargement illégal, c'est vraiment une plaie. Le milieu n'évoluera pas en bien si les consommateurs n'ajustent pas aussi leur consommation. On est toujours, finalement, suspendu au public. S'il n'est pas au rendez-vous sur les divers supports, internet ou chaînes traditionnelles qu'on lui propose, on a beau avoir fait une série qui, d'après nous, est excellente, on l'aura dans le cul. J'accuse pas les spectateurs, je dis que tout le monde a sa responsabilité et son rôle.
En tout cas, c'est ce que moi je crois. Je suis la première à ne pas pouvoir suivre des programmes à la télé parce que ce n'est plus ma façon de les consommer. Et récemment, j'ai renoncé à acheter les DVD de Avatar parce que la qualité était pourrie et qu'on ne trouve plus que la VF. J'ai aussi renoncé à acheter les DVD de SNK, dont je suis pourtant extrêmement fan, parce qu'ils vendent la saison à plus de 100 € et qu'on me force à acheter des Blu-ray dont je n'ai rien à faire. Au bout d'un moment, vous voulez que j'achète ou que je télécharge sans payer? C'est sur ces questions d'économie et de recherche de nouveaux modèles que va se jouer l'avenir du milieu de l'animation. Et au-delà de ce milieu de l'animation, c'est toute notre création culturelle qui est concernée. Voilà pour le marché de l'animation. Et avec ces 3 vidéos, j'espère que je vous aurai donné quelques réponses peut-être pour la prochaine fois qu'on vous dira que les dessins animés c'était mieux avant et qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire quelque chose de cool. C'est moins une question de gros cons incompétents qui veulent pourrir le cerveau des enfants qu'une question d'économie un peu complexe. Concernant les vidéos du petit monde merveilleux des séries d'animation françaises, je compte pas m'arrêter là, j'ai pas encore écrit la suite, mais j'ai quelques pistes que j'aimerais creuser. Si vous avez des questions ou que vous aimeriez que j'aborde certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires, sur Twitter ou sur Facebook et je ferai au mieux. D'ici là, à la prochaine!